Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite de travail de 2 jours du président nigérien Mohamed Bazoum au Burkina Faso. L'occasion d'aborder les questions d'intégration sous-régionale telles que le renforcement de la coopération militaire avec son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Le gouvernement soudanais trouve des alternatives au blocus du port Soudan, principale porte d'entrée du pays. Les autorités ont décidé de se diriger vers les ports voisins pour tenter de relancer les activités de l'économie nationale déjà asphyxiée. Et taxer les boissons sucrées pour lutter contre l'obésité. C'est la stratégie adoptée en 2018 par l'Afrique du Sud. 3 ans après, la formule semble payer. La consommation de sucre aurait baissé et plus de 3 milliards de rands ont été générés la première année. Mais tout d'abord, au Tchad, les autorités de transition ont officiellement lancé le 18 octobre les 2 premières missions de prise de contact avec les rebelles en exil. Une a été déployée en Égypte et une autre en France à l'initiative du comité technique spécial présidé par l'ancien président du Tchad, Goukouni Ouédey, qui était au pouvoir de 1979 à 1982. Objectif affiché, échanger avec les responsables politico-militaires et les inviter à participer au dialogue national prévu en novembre prochain. Un enjeu important puisque la participation des rebelles en exil au dialogue national serait gage de crédibilité. Le Niger et le Burkina Faso abordent les questions de sécurité propres à la sous-région ouest-africaine. Le président nigérien Mohamed Bazoum a effectué le 17 octobre une visite de travail de 2 jours au Burkina Faso. Cette rencontre avec son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a permis d'aborder le renforcement de la coopération militaire pour lutter contre le terrorisme. Un sujet de Nathalie Moho, commentaire Roberto Bogbe. 3 soldats nigériens ont perdu la vie le 18 octobre 2021 lors d'une attaque terroriste à la frontière avec le Burkina Faso. C'est contre des incidents du genre que les présidents nigériens Mohamed Bazoum et burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Une résolution issue d'une visite de travail de 48 heures du chef d'État nigérien à Ouagadougou. Pour les 2 dirigeants ouest-africains, le renforcement de la coopération en matière de sécurité est nécessaire alors que la France a annoncé la réduction de ses effectifs militaires dans le Sahel. Notre coopération sur le plan opérationnel, au plan militaire, va se renforcer, mais nous avons eu aussi des échanges sur la façon de prendre en charge cette question sur le plan sécuritaire, sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, sur le plan du renseignement. Le Niger et le Burkina Faso font partie de la force militaire conjointe du G5 Sahel. Seulement, malgré son budget opérationnel chiffré à 400 millions d'euros et plus de 5000 soldats déployés, la force multinationale peine à faire évoluer la lutte contre le terrorisme dans la région. Pour le président burkinabé, l'aspect économique de la lutte antiterroriste doit être davantage exploré. Nous sommes tous convaincus que nous ne vaincrons pas le terrorisme uniquement par la guerre. Il nous faut avancer dans le dialogue des communautés. Il nous faut avancer dans la réalisation de projets constructifs pour nos populations. Le Niger et le Burkina Faso sont en proie à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Au Niger, la région de Tillabéri, proche de la frontière avec le Burkina Faso, est l'un des principaux théâtres des violences perpétrées par les groupes terroristes. Dans cette zone, des restrictions dans la circulation des motos, pourtant levées en septembre, viennent d'être remises en vigueur dans le but de limiter les incursions de terroristes. Également dans l'actualité, la Turquie ne cache plus son ambition d'étendre son influence sur le continent africain. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé le 17 octobre une tournée africaine. Après l'Angola, la 2e étape de son périple était le Togo. Le chef de l'État turc a répondu à l'invitation du président togolais Faure Gnassingbe ce mardi 19 octobre en se rendant à Lomé. Une première pour lui. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les 2 pays. Prochaine étape pour le président turc, le Nigeria, premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique subsaharienne.
L'agenda 2063 de l'Union africaine a fait l'objet d'un entretien le 15 octobre tenu par la commission de l'institution panafricaine. De nouvelles réformes ont été annoncées dans le but de parvenir à une Afrique prospère et pacifiée. Ces réformes concernent notamment les femmes, les jeunes et les couches marginalisées. Le point avec Mildred Diamou. D'importantes réformes sont en cours au sein de l'Union africaine. L'institution veut concrétiser son programme de transformation de l'Afrique en un continent pacifié, intégré, prospère d'ici 2063. Au cours d'un entretien le 15 octobre 2021, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a présenté les nouvelles missions de l'organisation. Les 4 grandes réformes porteront sur les questions de gouvernance, de responsabilité et de lutte contre l'impunité. Nous allons également réformer le domaine du capital humain et du recrutement. Le secteur financier connaîtra quant à lui des changements visant à améliorer la gestion financière de l'institution et disposer de rapports de dits propres. Nous sommes également engagés dans l'amélioration de la qualité du processus intergouvernemental par le biais de réunions et de sommets. L'Union africaine prône également le renforcement du commerce intra-africain par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine afin de réduire la dépendance extérieure. Les réformes de l'institution garantissent une plus grande mobilisation en faveur des femmes et des jeunes, considérés comme étant les acteurs majeurs du plan de développement continental. Nous veillons à améliorer le commerce en mettant en place un cadre juridique pour faciliter la circulation des biens et personnes et le règlement des différends. Nous nous engageons également à renforcer la fabrication sur le continent pour limiter la dépendance extérieure. L'institution va se concentrer sur le développement des infrastructures. En outre, nous avons le devoir d'assurer que les femmes et les jeunes ont accès aux ressources financières, à la terre, aux droits et à la technologie. Nous misons sur plus de parité dans la représentation au sein de l'institution d'ici 2025. Notons que ces réformes s'alignent avec les objectifs de développement durable fixés en 2015 dans l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à stimuler la croissance économique inclusive et technologique, réduire la pauvreté, mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes et améliorer le climat sociopolitique et sécuritaire. Face à la crise qui se poursuit dans l'est du Soudan, le gouvernement prend des mesures. Les autorités ont décidé de contourner le blocus du port Soudan, la principale porte d'entrée du pays, en se dirigeant vers les ports voisins pour approvisionner le pays. Rappelons que depuis le 17 septembre, des manifestants membres de la tribu de Béja bloquent le port en réclamant une renégociation des accords de paix de Juba qu'ils jugent défavorables. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Mettre le cap sur les ports voisins pour espérer faire tourner l'économie qui commence à s'asphyxier. Avec l'appui du gouvernement, les importateurs dont les embarcations étaient jusqu'ici bloquées ont fini par les diriger vers les ports des pays proches. Parmi eux, le port de Ain Sokna en Égypte, qui a vu son trafic de marchandises augmenter de plus de 150% depuis le début de la semaine. Devant cette situation, le Premier ministre, avec ses conseillers et son cabinet, ils ont trouvé qu'ils pouvaient finalement approvisionner le pays à partir de l'Égypte, mais aussi il y a des choses qui vont être amenées par avion, jusqu'à ce que la situation se débloque sur le plan politique. Un blocage qui, sur le plan politique, porte la marque de la tribu des Béja menée par leur chef Mohamed El Amin Tirik. Des protestations qui durent depuis un mois pour espérer voir la démission du gouvernement et la renégociation des accords de paix de Juba qu'ils jugent partiales. 85% des importations soudanaises transitent par Port Soudan, bloquées par ces manifestants. Un chiffre qui en dit long en termes d'impact sur l'économie soudanaise. Les conteneurs s'entassent, les pénuries d'huile, de sucre, de gazole ou de blé se font déjà ressentir. Initialement, ils demandaient l'annulation de ces accords de paix, l'abandon, et de renégocier avec eux. Mais maintenant, ce même groupe il refuse de négocier avec le gouvernement et il demande la dissolution du gouvernement de transition et la prise de pouvoir par le militaire.
Donc à partir de là, le gouvernement a pris conscience de la crise et de sa nature, et du fait que ces pressions sont finalement suggérées par l'amener, afin d'amener le Premier ministre à modifier son cabinet et intégrer des groupes qui sont favorables aux militaires. À l'exception du pétrole en provenance du Soudan du Sud et certaines cargaisons de médicaments, tout est actuellement bloqué à Port-Soudan. En contournant le blocage, au moins pour le blé et le sucre, les autorités espèrent alléger un peu le poids de la crise. Certaines sources estiment que les pertes s'élèvent à plus de 60 millions de dollars par jour. Comment trouver un équilibre entre l'utilité des fonds des partenaires et l'exigence de préserver sa souveraineté? C'est la question à laquelle tente de répondre l'Union africaine. C'est dans cette optique que l'organisation panafricaine souhaite mettre l'accent sur son autofinancement. Le point avec Nathalie Mo. Crise sanitaire et ses conséquences économiques obligent, l'Afrique doit jeter un regard neuf sur le domaine de la coopération multilatérale. L'Union africaine veut assainir ses relations avec ses partenaires financiers afin d'obtenir plus d'équité dans la mise en œuvre de son programme de restructuration. L'organisation panafricaine envisage ainsi rompre avec les conditionnalités parfois jugées indécentes, préalables au soutien accordé par ses partenaires. L'élaboration en cours d'un projet de stratégie de partenariat et de documents cadres de politique générale nous en offre l'occasion. Clarifions avec une précision toujours mieux affinée la nature et l'objectif de nos interactions avec nos différents partenaires dans la perspective de construire l'Afrique que nous voulons. La 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine était le lieu d'appeler à plus d'équité dans les relations multilatérales entre l'Afrique et ses alliés extérieurs. Alors que des observateurs la trouvent trop dépendante des donateurs, l'organisation continentale entend trouver un équilibre entre l'utilité des fonds des partenaires et l'exigence de préserver la souveraineté de l'Union. Les deux composantes d'un tel équilibre ont été identifiées comme d'une part la non-acceptation des fonds des partenaires assortis de conditionnalités en déphasage avec les valeurs fondamentales de notre Union, et d'autre part le financement sur fonds propres de l'Union des programmes jugés sensibles. Pour l'exercice 2022, l'Union africaine a élaboré un projet de budget programme strict. L'austérité requise par les 55 États membres va conduire à la forte rationalisation des postes de dépenses, le respect du plafonnement budgétaire ou encore la prééminence des réunions sous un format virtuel. La croisade menée par l'Afrique du Sud pour lutter contre l'obésité qui touche 15% de la population semble payer. La taxe instaurée en 2018 sur les boissons sucrées non alcoolisées aurait favorisé le changement d'habitude des consommateurs touchés au portefeuille. Cette taxe a aussi rapporté plus de 3 milliards de rands la première année, un sujet de Roberto Bogbe. La consommation de boissons gazeuses a fortement progressé au cours des 50 dernières années en Afrique du Sud, favorisant l'augmentation de l'obésité au sein de la population. L'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées en 2018 est en train d'inverser cette tendance, notamment avec la baisse drastique de la consommation de celle-ci, une mesure que saluent les autorités. En adoptant ce projet de loi, le Parlement sud-africain a montré qu'il existe des mesures réalisables pour lutter contre les maladies non transmissibles. Le projet de loi sur la taxe sur les boissons sucrées ouvre la voie à l'Afrique du Sud pour qu'elle rejoigne le mouvement mondial croissant des nations qui utilisent des politiques fiscales pour réduire la consommation de produits malsains. Dénommée Health Promotion Levy, la taxe sud-africaine sur le sucre est appliquée pour toutes les boissons sucrées non alcoolisées contenant plus de 4 grammes sur 100 millilitres. L'État prélève 2,1 centimes de rand pour chaque gramme supplémentaire, ce qui entraîne une hausse d'environ 11% du prix d'une canette de Coca-Cola par exemple. La hausse des recettes fiscales générées par cette mesure sert notamment à soutenir des initiatives de promotion d'une meilleure alimentation. Il est vraiment en fait important de réduire cette quantité parce que ça nous cause ces problèmes qui peuvent, dans le cas où ils ne sont pas pris en charge de façon
médicale ou bien de façon nutritionnelle, dégénérer et conduit à d'autres pathologies comme par exemple l'hypertension artérielle dans les maladies cardiovasculaires, peuvent également conduire à une insuffisance rénale, particulièrement le diabète. Ensuite, on a l'obésité qui est un facteur de risque à beaucoup d'autres maladies rencontrées telles que les maladies rhumatismales, on peut citer l'arthrose, on peut citer la goutte. Au cours de l'exercice fiscal 2018-2019, première année d'application de la Health Promotion Levy, les revenus générés par la taxe ont dépassé les prévisions, atteignant 3,19 milliards de rand contre une estimation de 2,396 milliards. Cependant, les recettes ont baissé de 23% l'année suivante et devraient suivre cette tendance pour l'exercice fiscal 2020-2021 avec 1,95 milliard de rand attendus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.